Vous écoutez HS, le podcast Made in First Group dédié aux Hard Skills. Les compétences du cœur qui placent l'émotion en point de démarrage de toute action, qui nous font vibrer et qui nous donnent l'envie d'avoir envie et de ne plus être HS. Bienvenue à toutes et tous et merci de nous retrouver pour ce 4e épisode de HS. Qui n'a pas rêvé de développer agilité, curiosité et créativité en même temps? Comment s'y prendre? Dans un monde en constante évolution, où l'incertitude et la complexité nous entourent, l'agilité et la créativité sont devenues des compétences clés pour s'adapter aux changements et réussir à saisir les opportunités. Alors comment développer notre intuition pour prendre des décisions éclairées et libérer notre potentiel créatif afin de résoudre des problèmes de manière innovante? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec Patrick Adam, que j'ai le plaisir de retrouver. Bonjour Patrick. Bonjour Delphine. Alors dans ce podcast, on va partager avec vous des méthodes pratiques et des exemples concrets pour faire en sorte de libérer les énergies favorables qui sommeillent en nous. Suivez-nous dans cette quête inspirante pour apprendre comment insuffler agilité, curiosité et créativité dans nos vies et réaliser notre plein potentiel. Alors Patrick, une première question pour commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'agilité, la curiosité et la créativité sont devenues des compétences cruciales pour réussir dans ce monde en perpétuelle évolution? Alors oui, je peux tenter d'apporter quelques convictions, quelques éclairages. Le premier, c'est que de plus en plus dans ce monde en pleine évolution, comme tu le dis, l'art de savoir se renouveler dans un monde qui va de plus en plus vite est devenu une compétence différenciante absolument essentielle. Toutes les entreprises doivent se remettre en cause au plus vite, changer leurs produits, s'ajuster dans leurs relations clients, proposer de nouvelles offres. Donc il n'y a jamais eu autant de renouvellement et à un rythme tellement plus rapide qu'avant, avec la technologie et plein de choses, que si aujourd'hui il n'y a pas d'agilité et de créativité, l'entreprise elle va pas survivre dans ce monde-là. C'est une évidence que de dire ça. La deuxième évidence, c'est que le monde est non seulement dans un renouvellement perpétuel, mais il est dans une complexité de plus en plus grande, compte tenu de tout ce qu'il faut intégrer. Et souvent, avant l'entreprise, on disait, tiens, il faudrait simplifier. On a trop complexifié le modèle, il faudrait simplifier l'organisation, simplifier les process, simplifier des tas de choses, quoi. Puis on s'est rendu compte qu'à force de simplifier, on ne faisait que complexifier davantage. Et en fait, aujourd'hui, si on veut rendre compte du contexte et de l'innovation, il ne faut surtout pas simplifier, même si en soi, ça peut être une énergie importante de simplifier. Il faut surtout intégrer la complexité en tant que telle, il ne faut pas la refuser. Il faut la prendre en tant que telle. C'est l'art du rebond, l'art de la créativité. Et la créativité n'est rien d'autre qu'un art du rebond. Donc, il faut retrouver cette fluidité, ne pas vouloir la simplifier ou la réduire. Il faut l'épouser, la rencontrer, et ne pas vouloir la simplifier à outrance. Et justement, dans ce monde complexe et en perpétuelle évolution, comment est-ce qu'on peut faire pour développer son intuition et réussir à prendre des décisions éclairées, réussir à se fier à notre instinct dans cet environnement professionnel qui est en constante mutation? C'est clairement là que se pose la question des compétences du cœur, les hard skills. Puisque l'intuition, on le sait, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les plus grands scientifiques qui ont su le prouver. Je rentrerai pas dans cette explication qui serait un petit peu longue là à l'antenne, ou sur les ondes plutôt, mais vous dire que simplement l'agilité, la créativité, l'intuition dont on parle, c'est la compétence du cœur. Puisque l'intuition, c'est l'intelligence du cœur. C'est pas quelque chose qui est rationnel. Quand on a une intuition, on ne sait pas forcément d'où elle vient. Pourquoi ? Parce qu'elle vient du cœur, justement. Et donc le cœur, c'est le ressenti. Ça veut dire que si on doit écouter son ressenti, on ne sait jamais si c'est juste, si c'est vrai, si c'est rationnel. Mais non, parce que ça vient du cœur. Mais en tout cas, c'est juste pour son cœur. C'est juste pour ce que l'on ressent. D'ailleurs, on dit souvent dans le moment des feedbacks qu'on ne sait pas si le feedback de l'autre, c'est juste et c'est la vérité. Mais la seule chose qu'on ne peut pas contester, c'est son feedback et son ressenti. Sinon, c'est la négation de la personne. Donc aujourd'hui, quand on n'écoute pas son intuition, c'est comme si on n'écoutait pas le ressenti de l'autre. Sauf que là, le ressenti, c'est le sien.
Donc en fait, travailler l'intuition, c'est travailler le développement de son intelligence du cœur. Je suis alignée, et d'ailleurs je pensais à la méthodologie DESC dans le cadre des feedbacks ou dans le cadre de formation d'ailleurs en gestion des conflits. On ne peut pas nier le ressenti de la personne à qui on fait un feedback, effectivement, s'il est explicité correctement et s'il est sincère, ça ne se nie pas. Absolument. On va parler un peu des freins de cette créativité. Je pense à la peur de l'échec qui nous freine au quotidien. Comment est-ce que, selon toi, on peut réussir à surmonter cette peur et en fait adopter une approche de plus en plus audacieuse face aux défis qui se présentent à nous? Alors la peur de l'échec, oui, bien sûr, qui est souvent citée, mais on en oublie souvent une qui est encore presque parfois plus importante, c'est la peur de réussir. Ouais, parce que vous avez des personnes qui croient fondamentalement, quand elles ont fait quelque chose de très bien une fois, qu'elles n'arriveront jamais à le reproduire. Et ça les met dans un état de stress pas possible. Donc des fois, la peur de réussir est plus compliquée que la peur d'échouer. Souvent même. Mais tout simplement qu'on est là dans le domaine, puisqu'on parle de peur, on est dans le domaine des émotions, de l'intelligence émotionnelle, tout simplement. L'émotion, c'est comme une boule de neige qui dévale une montagne. C'est-à-dire que si l'émotion, on ne l'accepte pas, on ne se laisse pas traverser par elle, on la refuse parce qu'elle nous fait peur, comme une peur en général, eh bien l'émotion, elle fait boule de neige, comme cette fameuse boule de neige qui dévale. Et la boule de neige, plus elle dévale la pente, plus elle est grosse. Plus elle fait pression sur nous. Donc nos émotions font pression sur nous, jusqu'au moment où on les accepte. Et si on les accepte, la bulle se dégonfle. Voilà. Donc il faut être capable d'accueillir ces émotions, ne pas les bloquer, et entendre le message qu'elles traduisent, le besoin que ça suppose derrière. Et à ce moment-là, on est dans l'intuition, la créativité, l'intelligence du cœur, automatiquement. C'est aussi, on parlait de la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de ne pas être parfait, pour certains. Ou la peur de ne pas être légitime. Mais je ne suis pas légitime. Tout ça, c'est des peurs. Voilà, donc il faut accepter sa peur. Voilà, parce que celui qui a peur de louper son avion, il va mettre en place une stratégie, il va tout d'un coup accélérer, il va partir plus vite de chez son client, il va dire à son taxi de se dépêcher, il va courir en arrivant à l'aéroport, il va arriver au desk, il va donner rapidement son passeport et au final, il va avoir son avion. Résultat des courses, c'est bien parce qu'il a eu peur qu'il a eu son avion. Donc la peur, elle n'est pas bonne ou elle est bonne ? Soit elle me tétanise, parce que je suis figé avec elle et je peux plus rien en faire et je la laisse pas me traverser, soit j'accepte d'avoir peur et je me dis oh là là, j'ai peur, je vais louper mon avion. Et je mets en place tout un processus qui fait qu'au final, peut-être je vais l'avoir. Oui, c'est écouter sa peur pour réussir à la comprendre et faire en sorte qu'elle puisse finalement nous accompagner, voir la peur comme une amie et pas comme une ennemie. Bien sûr, la peur est une de nos grandes alliées. Si on n'avait pas peur de tout un tas de choses, on se brûlerait les ailes à de nombreuses reprises. Et pour revenir sur l'agilité, selon toi, quels sont les obstacles les plus courants qui vont entraver justement le développement de l'agilité et de la créativité, et surtout comment est-ce qu'on peut surmonter ça ? Oh là, il y en a énormément. Ah. C'est le domaine roi du coaching, là. Mais puisqu'on est dans les peurs et les obstacles, les freins, d'abord les a priori. La première chose, c'est arriver dans un monde et dans une situation en pensant qu'on a des réponses toutes faites à des problématiques qui se posent à nous. Donc, dès l'instant qu'on a des certitudes ou des a priori sur cette réalité, sur l'autre, sur la situation, alors là, on ne peut plus être dans l'accueil et la créativité, forcément, parce qu'on a déjà des recettes et des réponses prédéterminées à la situation. Donc, c'est à la fin de l'ouverture et de la créativité. C'est les croyances limitantes que l'on peut avoir, qui fonctionnent aussi là encore comme des certitudes. C'est simplement la déconnexion du ressenti, parce que l'ouverture à la créativité passe par le ressenti. Donc si on accepte d'écouter son intuition, ses ressentis, on va avoir accès à une mine d'or de créativité, d'idées, qui ouvre et qui oxygène notre esprit. En fait, quand on sent bien quand on est pris par quelque chose et qu'on ne peut plus rien lâcher, on est complètement pris, on n'arrive plus à réfléchir avec la tête posée. On sent qu'on a besoin de ce recul. Et c'est parce que justement, on se laisse traverser par l'émotion et ce qu'on ressent que là, tout d'un coup, l'espace se rouvre à nouveau. La créativité, c'est un espace qui s'ouvre, comme un muscle. Donc, il s'ouvre au contact de l'émotion et du ressenti. Donc, se déconnecter de ses émotions, c'est bloquer son propre processus créatif. Mais c'est aussi la volonté de contrôle. Il y a des gens qui veulent tout contrôler, tout maîtriser.
Là, vous avez une petite idée de ce que ça peut donner en termes de créativité. Quand vous voulez être dans l'archi-contrôle, l'archi-maîtrise, l'archi-perfection, vous flinguez la créativité, pour le dire de façon un peu moins prosaïque. Le perfectionnisme, c'est affreux. Aujourd'hui, ce qui plaît beaucoup aux gens, c'est l'altérité. C'est-à-dire que si vous êtes parfait, vous faites suer. Au mieux, vous rendez les autres jaloux, c'est pas terrible. Alors que quand vous avez des faiblesses et que vous les assumez, que vous êtes même prêt à en parler, par exemple si vous êtes manager, là tout d'un coup, les gens ils se disent tiens, vous êtes normal. Ça, c'est une personne normale, elle a des failles, elle n'est pas Superman ou Superwoman. Alors même si on est dans un monde où on prétend aller beaucoup dans le sens de l'égalité homme-femme, le perfectionniste est encore quelque chose qui est dans un code très fort chez les femmes. Aujourd'hui, une femme abandonner le soi parfait, c'est compliqué quand même. Il n'y a qu'à voir être la bonne épouse, la bonne maman. Enfin, ça fait beaucoup d'images de perfection. Sur ce chapitre des croyances et des freins, il faut cesser de vouloir absolument tout comprendre et tout maîtriser. Et au plus, quand vous êtes manager, consultant, entrepreneur, que vous acceptez d'être dans une culture du doute, de l'incertitude, de la complexité, comme on disait au démarrage, au plus vous êtes proche de la créativité. Le monde des idées n'est pas un monde rationnel. C'est un monde d'ouverture. Il se fout de la rationalité. Vouloir le rationaliser, c'est vouloir le contraindre. Donc si on veut de la créativité, il faut lâcher le muscle du contrôle. Sous toutes ses formes. De la maîtrise. Vous savez, des gens, tant qu'ils n'ont pas compris ce que l'autre leur disait, ils le font répéter, ils re-questionnent parce qu'ils n'ont pas compris ou eux-mêmes ne comprennent pas. Et donc ça les agace de ne pas comprendre. Mais des fois, la créativité, c'est accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. Et il y a des gens pour qui ça, c'est très difficile. Il faut absolument qu'ils comprennent. Si je n'ai pas compris, je ne peux pas avancer. Non. Parce que peut-être que l'idée va venir derrière l'incompréhension. Et souvent, c'est le cas. Dans ce monde justement hyper connecté et où l'information elle est constante, elle est vraiment abondante, comment est-ce qu'on peut réussir à cultiver notre curiosité et notre capacité d'apprendre en permanence? Est-ce qu'on a vraiment la place et le temps pour le faire? En entreprise, tu veux dire? Alors, faut bien sûr, c'est d'abord un droit qu'on se donne ou qu'on veut bien nous donner. Donc il y a des règles à mettre en place, comme la liberté d'expression, ça c'est une évidence. On ne l'a jamais suffisamment répété. Il faut développer une philosophie de l'oser dans les organisations. Il y a des entreprises où on se demande toujours, tu penses que je peux dire ça? Est-ce que c'est politiquement correct? Alors là, vous avez déjà une idée du processus créatif. Donc une philosophie de l'oser, on voit bien dans les codes quand on écoute les gens s'il y a une philosophie de l'oser ou s'il y a plutôt une philosophie du contrôle. Vous voyez, c'est très clair. Écoutez les termes que les gens utilisent. Et des points importants, c'est retrouver l'envie, retrouver le désir. Parce que la créativité va avec l'envie. Vous avez des collectifs où on est plutôt dans un processus très routinier, on perd le sens, l'envie. La créativité ne va pas avec la routine, elle va avec une forme d'excitation. Donc le désir. Donc c'est bien quand il y a du désir, ça veut dire que l'idée n'est pas loin. Voilà. Un entrepreneur qui perd son désir, il perd sa capacité d'innovation. Maintenant, sur un plan plus peut-être de processus RH ou autre, on pourrait se dire que c'est intéressant de se dire que si on valorise la créativité des idées, quel temps on donne vraiment à ce sujet-là dans les échanges en entreprise? C'est amusant de voir que souvent dans les entretiens individuels, quelle que soit leur finalité, on donne très peu de temps à c'est quoi, tiens, au fait, toi, Christophe, je prends un prénom au hasard, le temps que tu as consacré à l'innovation, aux idées, et quelles sont les meilleures idées que tu as eues pendant cette année? C'est une question que j'ai jamais posée. Très rarement. C'est quoi tes meilleures idées de l'année? Puis en plus de ça, de valoriser ça. En disant, mais moi, je te paye pas juste pour que tu fasses un job, je te paye pour que tu m'amènes des idées, des initiatives. Mais combien de temps on passe à poser ce genre de questions? Elles sont la plupart du temps jamais posées. Et c'est finalement la place que l'on donne à cette dimension-là dans l'échange, à chacun de nos échanges, qui devrait être encouragé. C'est ça, mettre en place une vraie philosophie de la créativité. C'est-à-dire, je m'intéresse à toi non pas par rapport à ce que tu vas me donner comme livrable, mais par rapport aux idées que tu m'apportes. Et quel temps je passe à ça dans nos échanges?
Et comment je le valorise ? Parce que si je t'ai apporté des idées, ce serait bien que tu le reconnaisses et que tu le valorises. Mais en réalité, c'est très souvent, on va vous dire, oui, mais c'est normal. Et hop, le processus est classé, puis on n'en parle même plus. Mais on ne se rend pas compte qu'on tue l'idée quand on fait ça. On tue le potentiel créatif. On devrait vraiment donner de l'impact, de l'importance et même de la rémunération sur quelles sont les idées nouvelles que tu as apportées au service. C'est sur ça qu'on devrait valoriser mes apports. Mais quelle entreprise donne des bonus ou des objectifs et une rémunération en fonction des idées ? Non, c'est toujours en fonction des résultats sur les objectifs. Quand on valorise une personne pour ses idées, c'est souvent beaucoup plus fort que quand on la valorise par rapport à ses résultats. Bien sûr, tout le monde apprécie qu'on reconnaisse vos résultats. Mais quand on apprécie vos idées, c'est beaucoup plus fort. Parce que c'est tout votre être qui se sent valorisé, et pas juste vos actions. Parce qu'une personne a d'abord besoin d'être valorisée sur son être, avant d'être valorisée sur quelles que soient ses actions, même si elles sont importantes aussi. Concrètement, est-ce que tu pourrais nous indiquer s'il y a des techniques spécifiques ou même des exercices que tu recommanderais justement pour libérer les énergies favorables et renforcer les compétences ? Clairement, abandonner toute idée de maîtrise. Ça, je pense qu'on l'a dit, mais il faut le redire. Donc ça, c'est tout le travail du lâcher-prise. Faire un culte de la non-perfection. Être plutôt dans une culture de l'action plutôt que de se dire c'est que quand on sera vraiment prêt qu'on met en place le produit ou le service. C'est-à-dire qu'on est dans ce phénomène d'itération beaucoup plus rapide. On ne cherche pas à faire un truc super, on cherche juste à faire un truc, quoi. Et on l'améliore en fonction de ce que disent les clients, les collaborateurs, les expériences. Ça, c'est vraiment l'agilité. Et puis, on laisse la possibilité aux personnes de faire, tout simplement, on revient à l'essence du sujet, appel à leur intuition grâce à leur ressenti. Quand vous avez des commerciaux qui reviennent de rendez-vous, qui ont l'intuition qu'il manque un produit dans l'offre, qu'il y a quelque chose qui n'existe pas qu'il faudrait développer, si on s'intéresse à eux et qu'on leur dit mais surtout dites-nous ce que vous disent vos clients, des fois c'est pas politiquement correct ou on n'a pas envie de le voir. Donc ces trois choses-là qui sont très simples, c'est facile à dire, mais c'est des enjeux énormes pour les entreprises. Puisqu'encore une fois, c'est l'art de se différencier et de se remettre en cause qui va faire la différence. Donc remettre le doute au centre des préoccupations. Quand vous avez des collaborateurs qui pensent ou des managers qui pensent tout maîtriser, qui sont dans des certitudes, que c'est ça qu'il faut faire, que c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est là que ça devient dangereux. C'est là qu'ils sont dans le dogmatisme. Et j'ai quand même envie de citer Pierre Desproges parce que le doute, moi, ça m'inspire beaucoup. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. On garde, c'est quand même clé. Patrick, merci beaucoup. Oui, tant qu'on est dans le doute, si on aime son conjoint, c'est qu'on a encore envie de lui plaire pour continuer à l'aimer. Donc vive le doute. Alors ça c'est puissant. Merci beaucoup Patrick. On pourrait en parler pendant très longtemps. On fera peut-être une partie 2, qui sait. C'était vraiment enrichissant. On a vraiment compris que en réussissant à cultiver notre intuition et notre curiosité et en faisant preuve d'agilité face aux différents défis, en réussissant à libérer notre créativité, en fait on a le pouvoir de faire naître des énergies favorables qui sommeillent en nous, parce qu'on a tous toutes ces ressources-là et on est en capacité de créer un avenir riche en opportunités. Merci à tous, c'était HS, le podcast dédié aux Earth Skills et à tous les accros du cœur.